12 mois, peut-être moins. Gabriel Van de Waal, l'héritier des chantiers navals les plus prospères d'Anvers, avait toujours cru pouvoir acheter n'importe quoi avec son argent. Mais face au cancer qui rongeait ses poumons, ses milliards ne servaient à rien. À 48 ans, cet homme qui avait construit un empire se retrouvait seul dans sa villa de Knokke-le-Zout, entouré de domestiques payés pour sourire et d'avocats impatients de lire son testament. Il n'avait jamais voulu se marier. Les potiers. Femme qui gravitait dans son monde ne cherchait que sa fortune, ses relations, son nom. Après des années à collectionner les liaisons sans lendemain, Gabriel s'était résigné à mourir comme il avait vécu, seul, méfiant, le cœur fermé à double tour. Jusqu'à ce matin de février où il était entré dans cette petite boutique de la rue des Tanneurs à Bruxelles, attiré par la vitrine débordante de tulipes sauvages et de jacinthes odorantes. La fleuriste arrangeait un bouquet de pivoine, ses mains abîmées par le travail manipulant les tiges avec une délicatesse qui l'avait troublée. Elle ne l'avait pas reconnu. Pas de sourire obséquieux, pas de regard calculateur. Juste une politesse naturelle et cette façon qu'elle avait de parler des fleurs comme si elles étaient des êtres vivants méritant respect et attention. 3 ans, des cheveux châtains striés de fils argentés qu'elle ne cherchait pas à dissimuler, et cette beauté discrète des femmes qui ont traversé des tempêtes sans perdre leur grâce. Gabriel était revenu le lendemain, puis le surlendemain. Et maintenant, 6 semaines plus tard, il se tenait devant elle avec une proposition aussi folle que désespérée. Léonie essuya ses mains sur son tablier taché de terre et de chlorophylle, observant l'homme qui venait de transformer sa journée ordinaire en quelque chose d'irréel. Gabriel Van de Waal. Elle connaissait ce nom évidemment. Tout le monde en Belgique connaissait les Van de Waal. Leur fortune remontait au 19e siècle, quand l'arrière-grand-père de Gabriel avait construit le premier chantier naval d'Anvers. Aujourd'hui, l'empire s'étendait au port, à l'immobilier, aux technologies marines. Et cet homme, cet héritier qui possédait probablement plus d'argent qu'elle n'en verrait jamais en 10 vies, venait de lui demander de l'épouser. « Je sais que cela paraît insensé, » dit Gabriel, sa voix grave résonnant dans la petite boutique. « Mais je suis sérieux. Il me reste 1 an à vivre, peut-être moins. Je n'ai pas d'enfants, pas de famille proche. Mon testament actuel laisse tout à des fondations qui utiliseront mon argent pour apposer mon nom sur des bâtiments. Je préférerais que ma fortune aille à quelqu'un qui sait encore ce que signifie la vraie vie. » Léonie sentit ses jambes flageoler. Elle s'appuya contre le comptoir, respirant le parfum des roses qui l'entouraient. Cet homme était-il fou ou désespéré au point de ne plus distinguer la réalité du délire? « Monsieur Van de Waal, » commença-t-elle, cherchant ses mots. « Je suis fleuriste. Je vis dans un appartement de 50 mètres carrés à Schaerbeek. Ma plus grande extravagance est d'acheter du bon chocolat chez Neuhaus 1 fois par mois. Pourquoi moi ?» Gabriel s'approcha et elle remarqua pour la première fois la pâleur de sa peau sous le bronzage artificiel, les cernes violacées sous ses yeux gris. Il était malade, vraiment malade. Ce n'était pas un jeu cruel de millionnaire désœuvré. Parce que vous êtes la seule personne qui m'ait traité comme un être humain ces 20 dernières années, répondit-il simplement. Quand je viens ici, vous me parlez de la fragilité des orchidées, de la patience nécessaire pour cultiver des roses anciennes. Vous ne savez rien de mes comptes en banque et cela ne vous intéresse pas. Vous êtes réelle, Léonie. Dans mon monde, c'est devenu une denrée plus rare que l'or. Elle secoua la tête, incrédule. Vous me demandez de vous épouser alors que nous nous connaissons à peine? Depuis quelques semaines. C'est de la folie. C'est du pragmatisme, corrigea Gabriel. Je n'ai plus le luxe du temps. Les médecins me donnent 12 mois si la chimiothérapie fonctionne. 6 si elle échoue. Je pourrais laisser mon argent à des inconnus dans des costumes qui transformeront ma vie en statistique fiscale. Ou je pourrais le donner à quelqu'un qui l'utilisera peut-être pour créer de la beauté dans ce monde, comme vous le faites chaque jour avec vos fleurs. Léonie ferma les yeux. Son existence était simple, prévisible, sécurisante. Divorcée depuis 8 ans d'un homme qui l'avait quittée pour une collègue plus jeune, elle avait reconstruit sa vie pierre par pierre. Cette boutique représentait 15 années de sacrifice,
de nuits blanches à refaire les comptes, d'hiver où elle mettait des pulls supplémentaires plutôt que d'augmenter le chauffage. Elle avait trouvé une forme de paix dans cette routine, et voilà qu'un mourant lui proposait de tout bouleverser. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, rouvrant les yeux. Gabriel sourit, un sourire triste qui adoucit les traits durs de son visage. « Alors, je continuerai à venir acheter des fleurs jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher, et vous resterez la seule chose authentique que j'aurai connue à la fin de ma vie. » Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste en cachemire. « Réfléchissez. Voici les coordonnées de mon notaire. Si vous acceptez, nous signerons un contrat qui vous protégera. Vous n'aurez aucune obligation envers moi, hormis celle de porter mon nom pendant 1 an. En échange, vous hériterez de tout. La villa, les comptes, les actions, les propriétés. 750 millions d'euros, Léonie. De quoi transformer non seulement votre vie, mais celle de milliers de personnes, si vous le souhaitez. » Il déposa l'enveloppe sur le comptoir, entre un bouquet de lys et un pot de terre fraîche. Puis, il se dirigea vers la porte, marquant une pause sur le seuil. « Je serai à la brasserie du Écouen tous les jours à 13h cette semaine. Si vous venez, je saurai que vous avez accepté. Si vous ne venez pas, je comprendrai et je ne vous importunerai plus. » La porte se referma sur lui avec un tintement délicat de la clochette. Léonie resta immobile, fixant l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. Dehors, la pluie commençait à tomber sur les pavés de Bruxelles, et elle se demanda si sa vie venait de prendre un tournant irréversible, ou si elle réveillerait demain pour découvrir que tout cela n'avait été qu'un rêve étrange. Là, Léonie ne dormit pas. Elle resta assise dans son petit salon, une tasse de thé refroidissant entre ses mains, l'enveloppe posée sur la table basse devant elle. Elle ne l'avait pas ouverte, pas encore. L'ouvrir rendrait tout cela trop réel, trop concret. Pour l'instant, elle pouvait encore prétendre que Gabriel Van Wall était simplement un client excentrique avec une imagination débordante. Mais elle savait que ce n'était pas le cas. Elle avait vu la vérité dans ses yeux, entendu le désespoir contenu dans sa voix posée. Cet homme allait mourir, et il cherchait un sens à donner à sa disparition. Comment pouvait-elle être ce sens? Elle, une femme ordinaire qui avait passé sa vie à cultiver des fleurs et à arranger des bouquets pour les mariages, les enterrements, les anniversaires des autres. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Sa sœur Mathilde, comme tous les mardis soirs. Léonie hésita avant de décrocher. Mathilde la connaissait trop bien. Elle entendrait immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Allô? Tu as une drôle de voix », dit Mathilde sans préambule. « Qu'est-ce qui se passe ?» Léonie ferma les yeux. Sa sœur travaillait comme infirmière à l'hôpital Saint-Pierre. Pragmatique, terre à terre, Mathilde ne croyait pas aux contes de fées. Peut-être était-ce précisément son avis dont Léonie avait besoin. Si un homme mourant te demandait de l'épouser pour hériter de sa fortune, que ferais-tu? Le silence qui suivit dura si longtemps que Léonie crut que la communication avait été coupée. « Léonie, » dit finalement Mathilde, sa voix soudain très prudente. « Tu as rencontré quelqu'un? Pas de la façon dont tu l'imagines. » Alors, Léonie raconta tout. Les visites régulières de Gabriel, leur conversation sur les fleurs et la beauté des choses simples, sa proposition insensée. Quand elle termina, Mathilde resta silencieuse pendant un long moment. « 750 millions d'euros, » répéta sa sœur lentement. « Léonie, tu te rends compte de ce que cela représente? C'est précisément le problème. Je ne peux pas me le représenter. C'est un chiffre abstrait, irréel. Comme si on me disait que je vais hériter d'une planète lointaine. Et lui, tu l'apprécies au moins ?» Léonie réfléchit à la question. Appréciait-elle Gabriel Van de Waal? Elle appréciait sa présence silencieuse dans la boutique, la façon dont il écoutait vraiment quand elle parlait. Elle appréciait qu'il ne se comporte pas comme les hommes riches qu'elle avait servis au fil des années, ces clients qui claquaient des doigts et exigeaient l'impossible. Gabriel semblait fatigué. Fatigué du monde dans lequel il évoluait, fatigué du masque qu'il devait porter. « Je ne le connais pas assez pour répondre honnêtement, » admit-elle. « Mais il n'est pas désagréable, et il y a quelque chose de touchant dans son honnêteté. Il ne prétend pas m'aimer, il ne me promet pas un conte de fées, il me propose un arrangement qui changerait radicalement ta vie.
souligna Mathilde. Léonie, tu as 43 ans. Depuis ton divorce, tu as travaillé comme une forcenée pour maintenir cette boutique à flot. Tu mérites mieux que de finir seule dans ton 2 pièces, avec pour seule compagnie tes factures impayées. Je ne suis pas malheureuse, protesta Léonie, même si elle savait que ce n'était qu'une demi-vérité. Elle n'était pas malheureuse, mais elle n'était pas vraiment heureuse non plus. Elle survivait, un jour après l'autre, trouvant des moments de joie dans son travail, mais sentant parfois le poids de la solitude peser sur ses épaules comme une cape trop lourde. « Tu n'es pas malheureuse, parce que tu as appris à te contenter de peu, » dit Mathilde avec cette franchise directe qui la caractérisait. « Mais imagine ce que tu pourrais faire avec cet argent. Tu pourrais ouvrir une vraie jardinerie, employer des gens, créer quelque chose de beau à grande échelle. Tu pourrais voyager, voir ces jardins japonais dont tu rêves. Depuis toujours, tu pourrais vivre, Léonie, vraiment vivre. » Après avoir raccroché, Léonie ouvrit enfin l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva une carte de visite d'un notaire bruxellois, maître Antoine Delacroix, avec une note manuscrite de Gabriel au dos. Il répondra à toutes vos questions et vous expliquera les termes du contrat. Aucune obligation ne vous lie. La décision vous appartient entièrement. Le lendemain matin, Léonie ouvrit sa boutique, comme d'habitude. Elle arrosa les orchidées, tailla les tiges abîmées des roses, prépara les compositions pour les commandes du jour. Ses gestes étaient automatiques, répétés des milliers de fois au fil des années. Mais son esprit vagabondait, imaginant une vie différente, une vie qu'elle n'avait jamais osé envisager. À 12h30, elle ferma la boutique. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. Elle marcha lentement vers la brasserie du coin, ses chaussures claquant sur les pavés mouillés. Une bruine fine tombait sur Bruxelles et les passants se pressaient sous leur parapluie noir. Gabriel était assis à une table près de la fenêtre, une tasse de café devant lui. Il portait un pull en cachemire gris et un jean, une tenue étonnamment décontractée pour un homme de son rang. Quand il la vit entrer, son visage s'illumina d'un soulagement si évident qu'elle comprit à quel point sa réponse comptait pour lui. Elle s'assit en face de lui sans un mot. Le serveur s'approcha, mais Gabriel lui fit signe de les laisser tranquilles. « Vous êtes venu, dit-il simplement. « J'ai des conditions, répondit Léonie, surprise par la fermeté de sa propre voix. Si nous faisons cela, nous le faisons honnêtement. Je veux connaître votre histoire. Je veux comprendre pourquoi vous préférez donner votre fortune à une inconnue plutôt qu'à votre famille. » Gabriel hocha la tête. « C'est légitime. Ma famille. » Il marqua une pause, son regard se perdant par la fenêtre. « Mon père est mort quand j'avais 22 ans, me laissant un empire à gérer et aucune préparation pour le faire. Ma mère s'est remariée 6 mois plus tard avec un homme qui ne s'intéressait qu'à sa fortune. Elle est morte il y a 3 ans. Nous n'avions plus parlé depuis une décennie. J'ai un frère cadet, Damien, mais nous sommes en conflit depuis qu'il a tenté de me déposséder de l'entreprise familiale il y a 5 ans. Il a échoué et a disparu en Suisse avec sa part de l'héritage maternel. Vous n'avez personne, compris Léonie. Pas vraiment. J'ai eu des maîtresses, continua Gabriel avec une franchise brutale. Des femmes magnifiques qui aimaient mon argent et le prestige de sortir avec un Van de Waal. Certaines relations ont duré plusieurs années, mais aucune n'était réelle. Elles jouaient un rôle, et je jouais le mien. Quand le diagnostic est tombé, elles ont toutes disparu. Peur de la maladie, peur de la mort, ou simplement désintérêt maintenant que je n'étais plus le Gabriel Van de Waal invincible. Léonie sentit une vague de compassion l'envahir. Cet homme avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et pourtant, il était seul face à la mort. Plus seule qu'elle ne l'avait jamais été, même dans les moments les plus sombres de son divorce. Et vos employés, les gens qui travaillent pour vous, ils seront protégés, assura Gabriel. Le contrat prévoit que l'entreprise continue à fonctionner sous la direction actuelle pendant au moins 5 ans. Tous les emplois sont garantis, mais la propriété vous reviendra. Vous pourrez décider de la vendre, de la garder, de la transformer en coopérative si cela vous chante. Ce sera votre choix. Je ne connais rien au chantier naval, objecta Léonie. Vous n'aurez pas besoin. J'ai d'excellents directeurs.
mais vous aurez le pouvoir final et l'argent pour faire ce que vous voulez de votre vie. Léonie prit une profonde inspiration. J'ai une autre condition. Si nous faisons cela, je veux que vous me laissiez prendre soin de vous. Pas comme une infirmière, mais comme quelqu'un qui se soucie de votre bien-être. Vous avez dit que vous aviez 1 an. Je ne veux pas que vous passiez cette année seul dans votre villa, entouré de domestiques payés pour être gentils. Gabrielle la regarda, et pour la première fois, elle vit ses yeux s'embuer. « Pourquoi feriez-vous cela ? Parce que personne ne mérite de mourir seul, répondit-elle simplement. Et parce que si je vais accepter votre fortune, la moindre des choses est que je vous offre un peu de compagnie humaine en échange. » Il tendit la main à travers la table. Elle la prit. Ses doigts étaient froids, et elle sentit le léger tremblement qui les parcourait. Ils restèrent ainsi un long moment, 2 étrangers sur le point de lier leur destin de la façon la plus inattendue. « Alors, c'est oui ?» demanda Gabrielle, sa voix chargée d'une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « C'est oui », confirma Léonie, « mais nous faisons les choses correctement. Je veux rencontrer votre notaire, comprendre exactement ce que cet arrangement implique, et je veux que tout soit légal, clair, sans ambiguïté. Je ne veux pas que votre frère ou qui que ce soit d'autre puisse contester ce testament et prétendre que je vous ai manipulé. Maître Delacroix s'occupera de tout, promit Gabrielle. Il est le meilleur dans son domaine, et il s'assurera que personne ne pourra vous accuser de quoi que ce soit. Le contrat sera en béton. » Ils passèrent les 2 heures suivantes à discuter des détails. Une pratique. Gabrielle expliqua qu'il souhaitait se marier rapidement, dans les semaines d'avenir. Une cérémonie civile simple, sans faste ni publicité. Il voulait éviter l'attention médiatique qui ne manquerait pas de se déchaîner si la presse apprenait que le milliardaire Gabriel Van de Waal épousait une fleuriste inconnue. « Nous dirons que nous nous fréquentons depuis plusieurs mois, » suggéra-t-il, « que nous avons voulu rester discrets. Ce n'est pas si loin de la vérité, finalement. » Léonie acquiesça, encore étourdie par la tournure surréaliste que prenait sa vie. Il y a 48 heures, sa plus grande préoccupation était de savoir si elle pourrait se permettre de remplacer le système de réfrigération défaillant de sa boutique. Maintenant, elle discutait de son prochain mariage avec un milliardaire mourant. « Une dernière chose, » dit Gabrielle alors qu'il se levait pour partir. « Je veux que vous sachiez que je ne m'attends à rien de physique. Ce mariage est un arrangement. Pratique. Vous aurez vos quartiers dans la villa et je resterai dans les miens. Je ne vous imposerai aucune intimité que vous ne souhaiteriez pas. » Léonie rougit légèrement. Elle n'avait même pas pensé à cet aspect des choses. « Merci de le préciser. Je veux que vous vous sentiez en sécurité, continua-t-il. Je sais que je vous demande quelque chose d'énorme. Je ne veux pas que vous vous sentiez piégé ou obligé à quoi que ce soit au-delà de ce que nous avons convenu. » En sortant de la brasserie, Léonie leva les yeux vers le ciel gris de Bruxelles. La pluie avait cessé, laissant place à une lumière diffuse qui donnait aux façades art nouveau une teinte dorée. Elle se sentait comme une somnambule traversant un rêve, mais c'était bien réel. Dans quelques semaines, elle serait Madame Gabrielle Van de Waal, et dans 1 an, si les médecins avaient raison, elle serait veuve et l'une des femmes les plus riches de Belgique. Vous, chez Maître Delacroix, était prévu pour le lendemain. Léonie passa la soirée à essayer d'imaginer à quoi ressemblerait cette nouvelle vie. Elle fit le tour de son petit appartement, observant les meubles modestes qu'elle avait accumulés au fil des années, les photos de sa famille sur le manteau de la cheminée, les livres de jardinage empilés près de son fauteuil préféré. Tout cela lui semblait soudain appartenir à une autre époque, à une autre version d'elle-même. Le cabinet de Maître Delacroix occupait un hôtel particulier du quartier Louise, avec ses hauts plafonds, ses boiseries anciennes et son atmosphère feutrée de vieille richesse. Le notaire lui-même était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard perçant. Il la reçut avec une courtoisie parfaite, sans le moindre signe de surprise ou de jugement. « Madame Dufresne, dit-il en l'invitant à s'asseoir, « Monsieur Van de Waal m'a expliqué la situation. Je dois dire que c'est une demande inhabituelle, mais pas illégale. Mon rôle est de m'assurer que vous comprenez parfaitement ce que cet arrangement implique et que vos intérêts sont protégés.
Il sortit un dossier épais et commença à lui expliquer les termes du contrat. Gabriel lui léguait la totalité de ses biens. La villa de Knokke-le-Zout, un appartement à Anvers, une maison à Bruxelles, plusieurs propriétés de vacances en France et en Italie, les parts majoritaires dans l'entreprise familiale, des investissements divers, des comptes bancaires aux Bahamas et en Suisse. Le tout estimé à 750 millions d'euros. Il y a néanmoins des conditions, précisa Maître Delacroix. Vous devez rester marié à Monsieur Van de Waal jusqu'à son décès. Si vous demandez le divorce avant, vous ne recevez rien. De même, si Monsieur Van de Waal devait décéder de façon suspecte, une enquête approfondie serait menée et vous perdriez tout héritage en cas de doute sur votre implication. Je n'ai aucune intention de tuer qui que ce soit, dit Léonie, horrifiée par l'implication. Je sais, dit le notaire avec un petit sourire, mais ces clauses sont nécessaires pour protéger Monsieur Van de Waal contre toute accusation de manipulation de sa part, et vous contre toute accusation de motif criminel. Le contrat doit être absolument irréprochable. Gabriel arriva quelques minutes plus tard, et ils passèrent le reste de l'après-midi à finaliser les détails. Léonie poserait des questions, et Maître Delacroix répondait avec une patience infinie, s'assurant qu'elle comprenait chaque clause, chaque implication. À la fin de la journée, elle avait mal à la tête et l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. « C'est beaucoup à absorber », dit Gabriel alors qu'ils quittèrent le cabinet. « Prenez le temps de réfléchir. Nous pouvons reporter la signature si vous n'êtes pas prête. » Mais Léonie secoua la tête. « Non, j'ai pris ma décision. Quand voulez-vous que nous nous marions ? » « Dans 3 semaines, répondit-il. Cela nous laisse le temps de préparer les documents nécessaires et de nous organiser. Et il hésita. J'aimerais que vous commenciez à passer du temps à la villa, pour vous habituer, pour que vous vous sentiez chez vous, et pour que nous apprenions à nous connaître un peu mieux. Si nous devons convaincre les gens que ce mariage est authentique, nous devons au moins savoir quelques détails sur nos vies respectives. Léonie acquiesça. C'était logique, même si l'idée de quitter son petit appartement pour la villa d'un milliardaire lui donnait des vertiges. « D'accord, mais je garde ma boutique. Je ne suis pas prête à abandonner mon travail. Je ne vous demanderai jamais de le faire, » assura Gabriel. « Votre boutique fait partie de qui vous êtes. C'est précisément ce que j'apprécie chez vous. » Le dimanche suivant, Gabriel vint la chercher dans une Mercedes discrète, conduite par un chauffeur silencieux. Ils prirent l'autoroute vers la côte, traversant la campagne flamande sous un ciel changeant. Léonie regardait défiler les champs, les petits villages, les moulins à vent restaurés qui ponctuaient le paysage. Elle se demandait ce qu'elle allait découvrir à Knokke-le-Zout, cette station balnéaire huppée où elle n'avait jamais mis les pieds. La villa dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Située face à la mer, derrière de hauts murs et des grilles en fer forgé, la demeure était un chef-d'œuvre d'architecture moderniste. Verre, béton et bois se mariaient en lignes épurées, et de grandes baies vitrées offraient des vues spectaculaires sur la plage et l'horizon infini de la mer du Nord. « C'est impressionnant », murmura Léonie, alors qu'il pénétrait dans le hall d'entrée, un espace immense dominé par un escalier suspendu et une œuvre d'art contemporaine qui devait valoir une fortune. « C'est froid », corrigea Gabriel. « J'ai acheté cette maison il y a 10 ans parce que mon décorateur me l'a recommandée. Mais je ne m'y suis jamais senti chez moi. Trop grande, trop vide. Vous pourrez la transformer comme vous le souhaitez après mon départ. » Il lui fit visiter les lieux. 12 chambres, 8 salles de bain, une piscine intérieure, une salle de sport, une bibliothèque, un bureau, une cave à vin, des salons multiples. Léonie se perdait dans l'immensité des espaces, essayant de mémoriser le tracé des couloirs. Comment pouvait-on vivre dans un tel endroit sans devenir fou de solitude ? « Voici vos appartements », annonça Gabriel en ouvrant une porte au 2e étage. Chambre, salle de bain, salon privé. J'ai demandé qu'on installe des fleurs partout. Je me suis dit que cela vous aiderait à vous sentir un peu chez vous. Léonie entra et retint son souffle. La chambre était baignée de lumière naturelle grâce à une immense baie vitrée donnant sur la mer. Et partout, effectivement, des fleurs. Des orchidées, des roses anciennes, des tulipes, des lys.
Quelqu'un avait dû passer des heures à créer ces arrangements, et elle reconnut immédiatement le style de son fournisseur habituel à Bruxelles. « Vous avez fait venir tout cela de ma... boutique, comprit-elle, émue malgré elle. « Je voulais que vous ayez un morceau de votre vie ici, dit Gabriel. Je sais que je vous demande de quitter votre zone de confort. Le moins que je puisse faire est de rendre la transition un peu plus douce. » Ils passèrent le reste de la journée à parler. Gabriel lui raconta son enfance solitaire dans la grande maison d'Anvers, élevée par des gouvernantes pendant que son père bâtissait son empire. Il lui parla de la pression écrasante de devoir reprendre les rênes de l'entreprise familiale à 22 ans, sans formation adéquate, entouré de requins en costume qui attendaient qu'il échoue pour récupérer les morceaux. « J'ai appris à ne faire confiance à personne, » avoua-t-il. « Chaque personne que je rencontrais voulait quelque chose de moi. Mon argent, mon influence, mon nom, même les femmes que j'ai aimées, ou du moins que j'ai cru aimer, finissaient par révéler leur vraie motivation. » Léonie, à son tour, lui parla de sa vie. Son mariage avec Thomas à 24 ans, pleine d'espoir et de rêves naïfs, les années de lutte pour tomber enceinte, les fausses couches répétées, la douleur de voir le couple s'effriter sous le poids du chagrin non partagé. Thomas qui s'était tourné vers une collègue plus jeune, plus gaie, qui ne portait pas le fardeau de leur histoire commune. « J'ai cru que je ne m'en remettrais jamais, » admit-elle, « mais j'ai découvert que la résilience est une ressource qu'on ne connaît pas avant d'en avoir besoin. J'ai ouvert ma boutique, j'ai reconstruit ma vie. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était la mienne, et maintenant je viens tout chambouler. » dit Gabriel, avec un sourire triste. « Vous m'offrez des possibilités que je n'aurais jamais eues autrement, » rectifia Léonie. « C'est terrifiant, mais aussi excitant. Je n'ai pas ressenti cela depuis des années. » Le soir tombait sur la mer du Nord, teintant le ciel de rose et de violet. Ils dînèrent sur la terrasse, emmitouflés, dans des couvertures, car l'air marin était frais. Un chef que Léonie n'avait pas rencontré avait préparé un repas simple mais délicieux. Du poisson fraîchement pêché, des légumes locaux, un dessert léger. « Je pourrais m'habituer à cela, » murmura Léonie en regardant les vagues se briser sur la plage. « C'est le but, » répondit Gabriel. « Je veux que vous profitiez de tout cela, pas seulement après ma mort, mais maintenant, pendant que je suis encore là pour voir quelqu'un apprécier vraiment ce que j'ai construit. » Les 3 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Léonie continua à gérer sa boutique pendant la semaine, mais passait ses week-ends à Knokke-le-Zout. Gabriel et elle tombèrent dans une routine confortable. Ils se promenaient sur la plage, parlaient de tout et de rien, regardaient des films dans le home cinéma de la villa. Peu à peu, Léonie commença à voir au-delà du milliardaire pour découvrir l'homme qu'il était vraiment. Gabriel avait un sens de l'humour, et sec qui la prenait par surprise. Il aimait la musique classique et pouvait passer des heures à écouter Chopin ou Debussy. Il lisait de la poésie, chose qu'il cachait soigneusement au monde extérieur. Et il avait une peur panique des araignées, ce qui avait provoqué un fou rire incontrôlable chez Léonie le jour où il avait hurlé en découvrant une petite araignée dans la salle de bain. « Ne vous moquez pas », avait-il grondé, mais ses yeux pétillaient d'amusement. « C'est la seule chose qui me terrorise vraiment. »« Plus que la mort ?» avait demandé Léonie, puis elle avait immédiatement regretté sa question. Mais Gabriel n'avait pas semblé offense. « La mort, je peux l'accepter. C'est inévitable. Mais les araignées, il avait frissonné théâtralement. Elles sont justes, maléfiques. » Le jour du mariage arriva plus vite que Léonie ne l'aurait cru possible. Une cérémonie simple à l'hôtel de ville de Knokke, en présence de Maître Delacroix et de Mathilde comme témoin. Léonie portait une robe, crème simple mais élégante, que sa sœur l'avait aidée à choisir. Gabriel était impeccable dans un costume sombre, une rose blanche à la boutonnière, que Léonie avait elle-même préparée. Quand le maire prononça les mots les déclarant mari et femme, Léonie sentit quelque chose basculer en elle. Ce n'était peut-être pas un mariage d'amour au sens traditionnel, mais c'était réel. Elle venait de lier son destin à celui d'un homme qu'elle connaissait à peine 2 mois auparavant. Gabriel l'embrassa sur la joue, un geste chaste et respectueux.
Mais quand leurs regards se croisèrent, Léonie y lut quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. De la gratitude, certes, mais aussi une chaleur, une connexion qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les arrangements pratiques. Après la cérémonie, Mathilde la prit à part. « Tu es sûre de ce que tu fais ?»« Non, » admit Léonie avec un sourire. « Mais quand ai-je déjà été sûre de quoi que ce soit ? Tu mérites d'être heureuse, » dit sa sœur en la serrant dans ses bras. « Vraiment heureuse, pas juste confortable. Promets-moi que tu profiteras de cette année, quelle qu'elle soit, je le promets. » Les premiers mois de mariage furent une période d'ajustement étrange, mais pas désagréable. Léonie fermait sa boutique temporairement, confiant la gestion à son assistante et s'installait définitivement à la villa. Elle passa ses journées à explorer Knokke-le-Zout, à découvrir les galeries d'art, les boutiques élégantes, les restaurants étoilés. Mais elle passait aussi beaucoup de temps avec Gabriel, qui avait réduit ses activités professionnelles au strict minimum. La chimiothérapie avait commencé, et Léonie vit Gabriel se transformer lentement. Il perdait ses cheveux, maigrissait, passait des journées entières cloué au lit par la nausée. Ces jours-là, elle restait près de lui lisant de la poésie ou simplement tenant sa main en silence. Elle découvrait qu'il y avait une intimité dans le soin des malades qui n'avait rien à voir avec la romance, mais qui créait tout de même un lien profond. « Vous n'étiez pas obligé de faire cela », disait-il régulièrement. « Le contrat ne stipule pas que vous deviez me servir d'infirmière. Le contrat ne stipule pas non plus que je doive vous abandonner à votre sort, » répliquait-elle. « Nous sommes mariés, Gabriel. Cela signifie quelque chose, même dans notre situation particulière. » Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble sur la terrasse, Gabriel picorait à peine dans son assiette, mais insistait pour maintenir ses rituels. Il lui posa une question inattendue. « Avez-vous des regrets ?» Léonie réfléchit longuement avant de répondre. « Parfois, je me demande à quoi aurait ressemblé ma vie si vous n'étiez jamais entré dans ma boutique ce matin de février. Si j'avais continué ma petite routine tranquille. Mais non, je n'ai pas de regrets. Vous m'avez offert une chance de vivre différemment, de voir le monde sous un autre angle. Comment pourrais-je le regretter? Même en sachant que cela se terminera bientôt, toutes les belles choses se terminent, dit-elle doucement. Cela ne les rend pas moins précieuses. Au contraire. Gabriel tendit la main à travers la table et elle la prit. Ses doigts étaient si frêles maintenant, presque transparents. Elle voyait les veines bleues sous sa peau pâle, sentait la fragilité de ses os. Cet homme qui avait été si imposant, si puissant, se dissolvait lentement. « Je suis content que ce soit vous, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Si je devais traverser cela, je suis content que ce soit à vos côtés. » L'automne arriva, peignant les dunes de teintes dorées et rousses. Les touristes désertèrent Knokke-le-Zout, laissant la ville retrouver son calme hivernal. Gabriel devenait de plus en plus faible. Les médecins parlaient maintenant de soins palliatifs, d'accompagnement vers la fin. La chimiothérapie avait échoué à ralentir la progression du cancer. Léonie engagea une infirmière à domicile pour l'aider avec les aspects médicaux, mais elle refusa de se retirer. Elle restait près de Gabriel, veillant à ce qu'il soit confortable, lui parlant des fleurs qu'elle planterait au printemps dans le jardin de la villa, des projets qu'elle avait pour transformer cet espace froid en quelque chose de vivant et chaleureux. « Vous devriez créer un jardin botanique », suggéra Gabriel un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans son bureau, le soleil d'automne filtrant à travers les vitres. « Ouvrir les jardins au public, créer un lieu de beauté que tout le monde pourrait apprécier. Vous avez l'argent pour le faire maintenant. Créez quelque chose qui survivra à nous deux. » L'idée germa dans l'esprit de Léonie. Un jardin botanique, un lieu dédié à la beauté des plantes, à la préservation des espèces rares, à l'éducation du public. Ce serait un legs magnifique, une façon de transformer la fortune de Gabriel en quelque chose de véritablement beau et utile. « Je le ferai, » promit-elle. « Je créerai le plus beau jardin de Belgique. Ampt, votre honneur. » Gabriel sourit, et dans ce sourire, elle vit le fantôme de l'homme qu'il avait été avant la maladie. « Pas en mon honneur, en l'honneur de la vie, de la beauté, de toutes les choses simples qui méritent d'être célébrées. C'est ce que vous m'avez appris, Léonie, à voir la beauté dans les petites choses que j'avais toujours ignorées. »
Novembre apporta les premières tempêtes hivernales. La mer du Nord se déchaînait contre la digue et le vent hurlait autour de la villa. Gabriel ne quittait plus son lit maintenant. Léonie avait fait installer son propre lit dans la chambre de Gabriel, refusant de le laisser seul pendant les longues nuits. Une nuit, alors que la tempête faisait rage dehors, Gabriel se réveilla en sursaut, cherchant sa main dans l'obscurité. « Léonie, je suis là », dit-elle immédiatement, se levant pour s'asseoir au bord de son lit. « Je suis là, Gabriel. J'ai peur », avoua-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du rugissement du vent. « Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de partir sans avoir vraiment vécu, sans avoir aimé vraiment, sans avoir été aimé. » Léonie sentit les larmes couler sur ses joues. « Vous avez vécu, dit-elle fermement. Ces derniers mois, vous avez plus vécu que pendant toutes ces années passées. Et vous êtes aimé, Gabriel. Peut-être pas de la façon conventionnelle, mais vous l'êtes. Par vous. » Elle hésita, puis comprit que la vérité était la seule chose qu'elle pouvait lui offrir maintenant. « Oui, par moi, je ne sais pas. Exactement quand c'est arrivé, mais quelque part entre votre proposition insensée et ce moment, je suis tombée amoureuse de vous. Pas de votre argent, pas de ce que vous représentez, mais de vous. L'homme qui a peur des araignées, qui lit de la poésie en cachette, qui regarde la mer pendant des heures comme s'il cherchait des réponses dans les vagues. » Gabriel ferma les yeux, et une larme roula sur sa tempe. « Je ne voulais pas vous imposer ce fardeau. Ce n'est pas un fardeau, dit Léonie. C'est un cadeau. Vous m'avez permis de ressentir quelque chose que je croyais perdu à jamais. Merci pour cela. » Ils restèrent ainsi toute la nuit, mains enlacées, écoutant la tempête s'apaiser graduellement jusqu'à ce que le silence de l'aube les enveloppe. Les jours qui suivirent s'étirèrent dans une qualité de temps différente. Mathilde venait souvent, apportant sa présence rassurante d'infirmière expérimentée. Maître Delacroix passa également, s'assurant que tous les documents étaient en ordre, que rien ne pourrait être contesté après le décès de Gabriel. Gabriel dormait de plus en plus, émergeant par moments pour des conversations fragmentées. Mais il y avait une paix en lui maintenant, une acceptation tranquille de ce qui venait. Il avait arrangé ses affaires, dit ses adieux aux quelques personnes qui comptaient, et maintenant, il attendait simplement. Un matin de décembre, alors que les premières neiges tombaient sur Knokke-le-Zout, transformant la plage en paysage de conte de Eufée, Gabriel ouvrit les yeux et regarda Léonie avec une clarté surprenante. « Ouvrez les rideaux, demanda-t-il. Je veux voir la neige. » Léonie s'empressa d'obéir, tirant les lourds rideaux pour révéler le spectacle enchanteur de la mer grise sous un ciel blanc, les flocons tourbillonnant dans l'air. « C'est beau, » murmura Gabriel. « Je n'avais jamais vraiment regardé la neige avant. Trop occupé, trop pressé, mais c'est beau, c'est magnifique, » acquiesça Léonie, s'asseyant près de lui. « Promettez-moi quelque chose, » dit Gabriel, ses yeux ne quittant pas la fenêtre. « Promettez-moi que vous vivrez pleinement, que vous ne gaspillerez pas cette chance, que vous créerez de la beauté dans ce monde et que vous aimerez à nouveau si l'occasion se présente. Ne vous enfermez pas dans le deuil ou la culpabilité. »« Je le promets, » dit Léonie, sa voix brisée par l'émotion. Gabriel sourit, un sourire paisible qui effaça les années de tension et de dureté de son visage. « Merci, Léonie, pour tout. Vous avez fait de mes derniers mois les plus beaux de ma vie. » Il ferma les yeux, respirant doucement le parfum des roses qu'elle avait placées sur sa table de chevet. Dehors, la neige continuait de tomber, silencieuse et implacable, recouvrant le monde d'un manteau blanc. Gabriel Van de Waal s'éteignit paisiblement 3 jours plus tard, un matin où le soleil perçait enfin à travers les nuages, illuminant la chambre d'une lumière dorée. Léonie était à ses côtés, tenant sa main, lui, murmurant des mots de réconfort jusqu'à ce que son dernier souffle s'échappe doucement. Elle ne pleura pas immédiatement. Elle resta assise là, tenant cette main devenue froide, regardant le visage enfin détendu de l'homme qui avait bouleversé sa vie de la façon la plus inattendue. Elle pensait à leur première rencontre, à sa proposition insensée, à tous ces moments partagés qui avaient tissé entre eux un lien qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Les funérailles furent grandioses, comme il se devait pour un homme de son rang. Tout le gratin belge était présent,
des ministres aux capitaines d'industrie, des artistes célèbres aux philanthropes reconnus. Ils venaient présenter leurs condoléances à cette veuve inconnue que personne n'avait vue venir, se demandant qui était cette femme qui avait épousé Gabriel Van de Waal dans le plus grand secret. Léonie les accueillit avec une dignité tranquille, refusant de se laisser intimider par leurs regards curieux et leurs questions déguisées. Elle savait ce qu'ils pensaient, qu'elle était une arriviste, une opportuniste qui avait profité d'un homme mourant. Mais elle savait aussi la vérité. Elle avait donné à Gabriel quelque chose que tout son argent n'avait jamais pu acheter, de l'authenticité, de la compagnie et finalement de l'amour. Damien, le frère de Gabriel, fit une apparition brève et glaciale. Il ne cacha pas son mépris pour Léonie, la menaçant à mots couverts de contester le testament. Mais Maître Delacroix était là, solide, comme un roc, et il fit comprendre aux frères évincés que toute contestation serait vouée à l'échec. Le testament était en béton, chaque clause vérifiée et revérifiée. Après les funérailles, Léonie retourna à la villa vide. C'était officiellement sa maison maintenant. Mais elle se sentait comme une intruse. Elle erra dans les pièces immenses, entendant encore l'écho de la voix de Gabriel, le souvenir de leur conversation, de leur silence complice. Elle passa les semaines suivantes à mettre de l'ordre dans sa nouvelle vie. Les avocats et les comptables défilèrent, lui expliquant l'étendue de sa fortune, les responsabilités qui lui incombaient maintenant. C'était écrasant, mais elle se souvenait de sa promesse à Gabriel. Elle ne gaspillerait pas cette chance. Elle commença par l'entreprise familiale. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, elle ne vendit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle rencontra les directeurs, écouta leurs plans, leurs préoccupations. Elle découvrit que l'entreprise Van de Waal n'était pas seulement rentable, mais qu'elle employait plus de 2000 personnes dont les moyens de subsistance dépendaient de sa survie. « Continuez comme vous le faites », dit-elle au directeur surpris. « Vous connaissez ce métier mieux que je ne le connaîtrai jamais, mais je veux que vous intégriez des pratiques plus durables, plus respectueuses de l'environnement. L'argent ne doit pas être notre seul objectif. » Elle créa également une fondation en mémoire de Gabriel, dédiée à l'aide aux malades en phase terminale et à leurs familles. Elle y injecta 50 millions d'euros, s'assurant que d'autres personnes confrontées à la mort puissent bénéficier du soutien et de la dignité que tout être humain mérite. Mais son projet le plus cher, celui qui occupait ses pensées jour et nuit, était le jardin botanique. Elle acheta un terrain de 20 hectares près de Bruxelles et engagea les meilleurs paysagistes et botanistes de Belgique et de France. Ensemble, ils conçurent un espace qui serait à la fois un lieu de conservation, d'éducation et de pure beauté. Le printemps arriva, apportant avec lui le renouveau et la promesse. Léonie passa ses journées sur le chantier du jardin, supervisait la plantation des premiers arbres, la création des serres tropicales, l'aménagement des sentiers qui serpenteraient à travers les différents écosystèmes recréés. 1 an après la mort de Gabriel, le jardin ouvrit ses portes au public. Léonie se tenait à l'entrée, accueillant les premiers visiteurs, regardant leurs visages s'illuminer en découvrant la splendeur des lieux. C'était le plus beau monument qu'elle aurait pu ériger à la mémoire de Gabriel. Non pas une statue froide ou un bâtiment imposant portant son nom, mais un espace vivant, respirant, où les gens pourraient se connecter à la beauté de la nature. Là, alors qu'elle se promenait seule dans les allées fleuries, Léonie sentit une paix profonde l'envahir. Elle avait tenu sa promesse. Elle n'avait pas gaspillé la chance que Gabriel lui avait offerte. Elle avait créé quelque chose de beau et d'utile, quelque chose qui survivrait longtemps après qu'elle-même aurait quitté ce monde. Elle s'arrêta devant le massif de roses anciennes qu'elle avait particulièrement soigné, touchant délicatement les pétales veloutés. Ces roses étaient de la même variété que celles qu'elle avait placées dans la chambre de Gabriel le jour de sa mort. Elles fleuriraient ici, année après année, symbole vivant de leur histoire improbable. « Merci », murmura-t-elle au vent, sachant que quelque part, d'une façon ou d'une autre, Gabriel l'entendait. « Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour rêver, pour vivre vraiment. » Les visiteurs affluaient maintenant, leurs voix joyeuses remplissant l'air. Des enfants couraient sur les pelouses,
émerveillés par les papillons qui dansaient entre les fleurs. Des couples âgés se promenaient, main dans la main, redécouvrant ensemble la magie de la nature. Des étudiants prenaient des notes, fascinés par les explications des botanistes. Léonie sourit. C'était cela, le vrai legs de Gabriel. Pas l'argent, pas les propriétés, pas même l'entreprise familiale. C'était cette capacité à transformer une fortune en quelque chose qui enrichissait réellement la vie des gens. C'était cette leçon qu'il lui avait enseignée dans leurs derniers mois ensemble, que la vraie richesse résidait dans les connexions humaines, dans la beauté partagée, dans l'amour donné sans condition. Elle quitta le jardin alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Demain, elle reviendrait, et après-demain, et tous les jours qui suivraient, car ce jardin était devenu sa vie, sa passion, sa raison d'être. C'était le pont entre son ancienne existence de fleuriste modeste et sa nouvelle vie de femme qui avait les moyens de réaliser des rêves impossibles. Là, Léonie ne se sentait plus comme une intruse. Cette maison était la sienne maintenant, vraiment la sienne. Elle l'avait transformée peu à peu, ajoutant des touches de chaleur et de personnalité, remplissant les espaces vides de plantes, de livres, de souvenirs. Ce n'était plus le mausolée froid où Gabriel avait vécu sa solitude, mais un foyer où elle pouvait imaginer construire un futur. Elle s'assit sur la terrasse, regardant la mer s'assombrir sous le ciel crépusculaire. Mathilde avait raison ce jour où elle avait accepté la proposition de Gabriel. Elle méritait d'être heureuse. Et elle l'était, pas d'une façon conventionnelle, pas sans la douleur du deuil et de la perte, mais heureuse néanmoins. Gabriel lui avait offert bien plus qu'une fortune. Il lui avait offert une seconde chance de vivre pleinement, de créer, de laisser une empreinte dans ce monde. Et elle avait saisi cette chance avec les deux mains, transformant son legs en quelque chose de magnifique. L'histoire de leur mariage ferait probablement jaser pendant des années. Les gens continueraient à spéculer, à juger, à créer leur propre version de la vérité. Mais Léonie s'en moquait. Elle connaissait la vraie histoire. Une histoire de deux êtres solitaires qui s'étaient trouvés aux portes de la mort et avaient choisi de vivre intensément les derniers mois qui leur restaient. Une histoire qui prouvait qu'il n'était jamais trop tard pour aimer, pour rêver, pour recommencer. Une histoire qui montrait que parfois, les fins les plus inattendues pouvaient être menées au plus et beau recommencement. Le zout, Léonie Van de Waal sourit à la nuit, sachant que sa vie, aussi improbable soit-elle, était exactement celle qu'elle était censée vivre. Et voilà, l'histoire de Léonie et Gabriel s'achève ici, nous rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour oser vivre autrement. Si vous avez écouté jusqu'au bout, écrivez simplement « Renaissance » en commentaire. Ce sera notre façon de savoir qui était vraiment là avec nous jusqu'à la fin. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous aider à atteindre les 0 abonnés pour continuer à vous raconter de belles histoires comme celle-ci.